Le Rhône, deuxième bâtiment de la série. Le premier, la Loire, avait effectué son déploiement de longue durée dans l'océan Indien et donc avait eu l'occasion d'être déployé dans un environnement très chaud. C'est une des raisons qui a conduit à déployer le Rhône en environnement froid. En fait, on avait une double volonté d'essayer le bâtiment dans cet environnement froid, et également de développer les connaissances de la marine dans l'Arctique. Et c'est ce qui a conduit donc à cette décision de mener une tentative de franchissement du passage du Nord-Est, puisqu'il s'agissait bien d'une tentative, puisque nous n'étions pas certains de réussir notre navigation dans cette voie. Alors le passage du Nord-Est, c'est une voie qui est mythique, et ce depuis des siècles. En fait, on sait depuis le XVIIe siècle, depuis 1648 pour être précis, qu'il est possible de rejoindre l'océan Pacifique en passant par le détroit de Bering. Ensuite, la première réussite d'un franchissement du passage du Nord-Est date de 1878-1879, où un baron finlandais donc, a réussi cette traversée en un an. Ensuite, il a fallu attendre 40 ans et le passage de Roald Amundsen en 1918-1920 pour parvenir à effectuer une nouvelle tentative. En 1917, la révolution russe a amené au fait que l'URSS se retrouve isolée par rapport aux puissances occidentales. Et donc les Soviétiques ont vu là une nouvelle raison, une nouvelle importance au passage du Nord-Est et une volonté d'essayer de développer la navigation par le passage du Nord-Est. En 1932, le professeur soviétique Otto Schmidt a réalisé la première traversée du passage du Nord-Est en un seul été. Donc c'est la première fois où on était capable de faire cette traversée sans hiverner. Et ensuite, en 1933 et 1934, il y a eu de nouvelles explorations qui ont été faites et ça a conduit donc en 1935 à ouvrir finalement cette voie à la navigation commerciale. Donc c'est une voie qui s'est développée. Ensuite, avec la dislocation de l'Union soviétique dans les années 80, donc c'est une voie qui a un petit peu périclité. On est passé de 6 millions de tonnes transportées en 1987 à 1 million en 1999 et plus aucun bâtiment effectuant la totalité de cette traversée. Maintenant, aujourd'hui, on fait face à un réchauffement climatique qui conduit donc à une fonte des glaces. On est également... vous pouvez revenir à la précédente. On est à la précédente, s'il vous plaît. Donc le réchauffement climatique, la fonte des glaces et également l'exploitation des importantes ressources en richesse première de matières premières de l'Arctique russe, ce qui conduit aujourd'hui donc à un nouvel essor de cette voie maritime. C'est ce qui a amené aussi la marine à décider de l'intérêt d'effectuer cette mission. En fait, jusqu'à présent, la marine était beaucoup présente en mer de Barents, ici. Mais le caractère inédit de notre traversée, c'est qu'on a parcouru donc l'intégralité du passage du Nord-Est. La route maritime du Nord donc, est une voie maritime qui est appelée à se développer. Alors, les avantages de cette voie maritime sont la réduction des délais, des distances. On estime par exemple que pour rallier la Chine depuis l'Europe, on a un gain qui est de l'ordre de 30 à 40%. Donc réduction de la distance et aussi une réduction des coûts en carburant, et de la main-d'œuvre. Et également, donc, on a des absences de taxes, de contraintes de largeur. Et également, la piraterie est absente de ces eaux. Après, on est sur un intérêt qui est surtout important pour le transport du vrac et des matières premières en raison de la faible valeur relative de ces transports. Alors, la route maritime du Nord est appelée à se développer. Alors, elle est appelée à se développer par qui? À minima, les Russes et l'exploitation des matières premières russes conduira à un fort développement de cette voie maritime. En 2017, il y a 10 millions de tonnes qui ont été transportées par cette voie maritime. En 2018, c'est passé à 18 millions. Donc on est sur une augmentation de 68%, avec des prévisions donc, pour 30 millions de tonnes dès 2019. Et pour vous donner un ordre d'idée, donc à l'issue de sa 4e réélection, le président Poutine a décidé par décret en mai de cette année que la quantité de marchandises transportées par la route maritime du Nord
en 2018, de recettes de 80 millions de tonnes pour 2024. Donc on est un fois 8 sur 7 ans. Enfin, l'exploitation des ressources est importante. Je citerai un seul exemple, le site de Yamal LNG, qui est un site qui a représenté un investissement de 27 milliards de dollars et qui va entraîner donc, une estimation donc, de 50 millions de tonnes de gaz dans la prochaine décennie. Aujourd'hui, dans cette voie maritime, il est intéressant de noter que les armateurs occidentaux sont relativement prudents quant à l'intérêt de cette voie maritime, et ils le sont notamment en raison des enjeux environnementaux et de la sensibilité de l'opinion publique par rapport au Grand Nord. Maintenant, on a quand même rencontré en mer de Sibérie orientale le premier porte-conteneur qui a fait cette traversée, c'était le Ventura Maersk. Maersk étant le premier armateur mondial. Donc c'est timide aujourd'hui. Le nombre de bateaux à effectuer l'intégralité de la traversée, c'est entre 20 et 40 bâtiments par an, mais c'est certainement appelé à se développer. Et je pense que l'exploitation des matières premières fera beaucoup dans l'essor de la route maritime du Nord. Et on peut également noter que les Chinois ont une ambition extrêmement forte pour développer la navigation commerciale dans cette voie. Pour vous dire, les Chinois ont même rebaptisé le passage du Nord-Est comme étant la nouvelle route de la soie. Donc ça en dit long sur leurs ambitions. En fait, ils parient sur une fonte massive des glaces dans les prochaines années. Donc à l'issue du passage du Nord-Est, en fait, les conditions de glace ne nous auraient pas permis de retourner en France par Atlantique. Donc nous avons poursuivi notre navigation en descendant donc, dans le Pacifique et en rejoignant les mers des Caraïbes et l'Atlantique par le canal du Panama. Donc des escales ont été mises à profit pour effectuer des entraînements avec les marines riveraines. Nous avons également mené à bien nos essais pour le bateau. On a fait également des transports de matériel. À titre d'exemple, depuis Halifax, nous avons ramené 2 canons de 76 mm en France. Et également, donc, nous avons profité de la fin de notre traversée pour effectuer la formation du deuxième équipage. Donc pour nous, c'est vraiment un moment important de notre vie de marin et une grande fierté d'avoir mené à bien ce tour du monde. C'est la première fois qu'un bâtiment de la Marine nationale a effectué un tour du monde depuis la dernière circumnavigation de la Jeanne d'Arc en 2001. Et voilà donc quelques chiffres pour résumer notre traversée. Alors oui, 25 km/h, ça peut paraître faible, mais un bateau, quel qu'il soit, ne va jamais très vite. Et 35 000 km, ce qui est intéressant aussi, c'est que la circonférence de la Terre, c'est 48 km. Mais le fait d'être passé par l'Arctique russe nous a permis de bien réduire les distances. Et enfin, comme vous pouvez voir, donc, nous avons évolué dans des conditions environnementales aussi bien pour l'eau que pour l'air qui étaient très variées. Ça a permis de bien tester le bateau dans différentes configurations.